je vais vous rappeler le cheminement, la démarche. Nous étions dans l'impossibilité de dire ce qu'est la philosophie. Nous étions sur les origines. On avait vu ce qu'on appelle la définition étymologique. Et M. Aïdara, il a si bien énuméré les caractéristiques en nous disant que c'est une activité qui repose sur la critique, parce que les philosophes se critiquent entre eux, mais aussi la philosophie va critiquer les autres formes de connaissance. Mais notez bien, la philosophie, quoi que l'on puisse dire, elle repose sur la raison. C'est une activité rationnelle. La philosophie repose sur le questionnement. Rappelez Jaspers, les questions sont plus essentielles même que les réponses. En parlant des caractéristiques de la philosophie, il faut bien noter que la philosophie, c'est un discours ou bien c'est une pensée subjective. C'est une pensée, c'est une entreprise personnelle. En parlant des caractéristiques, nous tous, on avait tiré une conclusion en classe avec nos professeurs en disant que la philosophie, c'est un discours encyclopédique. Mais en dehors des caractéristiques, il y a l'éminent professeur sénégalais sous le nom de Mamoussé Diagne. J'aime bien les professeurs sénégalais. Et il y a mon vénérable maître. Il me disait ceci: les nôtres avant les vôtres. Les Souleymane El Bassir Diagne, les Songe Diouf, les Mamoussé Diagne, les Alassane Khodja Kitane, les Moussé Koundoul, les Moussé Aïdara, avant Descartes, avant Thalès. C'est ma philosophie. Et il y a le grand professeur sénégalais sous le nom de Mamoussé Diagne qui nous disait ceci: dans l'impossibilité de dire ce qui est la philosophie, essayez de la comparer avec les autres formes de connaissance qui sont comme la philosophie, mais en réalité loin d'être la philosophie. Je répète la phrase. Il nous dit, si vous êtes dans l'impossibilité de dire ce qui est la philosophie, il faut la comparer avec les autres formes de connaissance qui sont comme la philosophie, mais en réalité loin d'être la philosophie. Raison pour laquelle en classe, on a une série de comparaisons. Nos professeurs, ils ont bien comparé la philosophie et le sens commun, philosophie et mythe, philosophie et religion, et aussi philosophie et science. Mais pour aller de manière plus rapide, je vais juste énumérer philosophie et science, philosophie et religion, et je vais donner la parole à M. Koundoul. C'est bon. D'abord, la philosophie et la science. C'est la partie la plus cruciale, la partie la plus importante. Vous pouvez prendre note. C'est bon. Philosophie et science. D'après vous, il y a un philosophe, il y a un penseur sous le nom d'André Lalande. Dans son œuvre intitulée Vocabulaire, technique et critique de la philosophie, ce dernier définissait la science. D'après vous, qu'est-ce que la science d'après André Lalande? La définition d'André Lalande sur la science. Qui peut réciter ça? André Lalande nous dit, écoutez-moi très bien, la science est un ensemble de recherches et de connaissances ayant un degré suffisamment d'unité et généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent ni des goûts, ni des conventions, ni des intérêts individuels qui leur sont propres, mais des relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Point. La définition. C'est bon. André Lalande disait, deux points, ouvrez les guillemets. André Lalande c'est bon. La science est un ensemble de connaissances et de recherches. La science est un ensemble de connaissances et de recherches. La science est un ensemble de connaissances et de recherches. La science est un ensemble de connaissances et de recherches. C'est bon. Ayant un degré suffisamment d'unité, la science est un ensemble de recherches et de connaissances ayant un degré suffisamment d'unité et généralité.
La science est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisamment d'unité et généralité. C'est bon. Susceptible d'amener les hommes, susceptible d'amener les hommes, susceptible d'amener les hommes, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent, qui s'y consacrent, qui s'y consacrent, qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. C'est bon. Qui ne résulte ni des goûts, 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 goût, G-O-U-T, qui ne résulte ni des goûts, qui ne résulte ni des goûts, ni des conventions, qui ne résulte ni des goûts, ni des conventions, qui ne résulte ni des goûts, ni des conventions, c'est bon, ni des intérêts individuels qui leur sont propres, ni des intérêts individuels qui leur sont propres, individuels qui leur sont propres, qui ne résulte ni des goûts, ni des conventions, ni des intérêts individuels qui leur sont propres, qui ne résulte ni des goûts, ni des conventions, ni des intérêts individuels qui leur sont propres. C'est bon. Mais des relations objectives, mais des relations objectives, mais des relations objectives, mais des relations objectives, mais des relations objectives que l'on découvre graduellement, et des relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Point final. Et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Point final. C'est bon. C'est bon. C'est bon dans l'ensemble. Et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. Point final. C'est bon. La définition, nous tous, nous savons que cette définition-là, elle est longue. N'est-ce pas? Cette définition, elle est longue. Mais il y a l'éminent professeur, M. Sanousiba, qui va simplifier cette définition. Et écoutez-moi très bien. Le grand professeur Sanousiba nous dit, la science est amour. Écoutez-moi très bien. Le grand professeur Sanousiba, il va simplifier la définition en un seul mot. Il nous dit que la science est amour. Par amour, écoutez-moi très bien, j'ai l'habitude de taquiner aux élèves en disant, Sanoussi ne dit pas amour comme, mais il nous dit amour. Il veut juste montrer une chose. A signifie activité, M méthodique, O objective, U universel, R rationnel. La science est une activité méthodique, objective, universelle qui tend vers le rationalisme. Donc, la science est amour. Par A, activité, M méthodique, O objective, U universel, R rationnel. C'est bon.
On est en train de comparer deux formes de connaissances différentes, la philosophie et la science. Écoutez-moi très bien, c'est un chapitre très fréquent, surtout dans les compositions au niveau des compositions premier semestre. La philosophie et la science. Et je dis toujours aux candidats, ces deux formes de connaissances entretenaient des relations. Il y a trois rapports. Il y a rapport d'engendrement entre philosophie et science. Il y a rapport indépendance, mais aussi il y a rapport interdépendance. Et moi, j'ai révolutionné cette démarche-là en disant aux candidats, pour comprendre la philosophie et la science, c'est comme la vie d'un couple. Il y a mariage, il y a divorce, il y a réconciliation. Écoutez-moi très bien. On est en train d'étudier deux formes de connaissances différentes. Mais ces deux formes de connaissances entretenaient des relations. Relations, rapport d'engendrement, rapport indépendance et rapport interdépendance. Et moi, je dis aux candidats, c'est comme la vie d'un couple. Il y a mariage, il y a divorce, il y a réconciliation. Pourquoi je dis mariage? Parce que jusqu'au XVIIe siècle, on ne pouvait pas distinguer les philosophes et les scientifiques. Parce que pendant cette période, les scientifiques étaient des philosophes, mais aussi les philosophes étaient des scientifiques. Qu'est-ce qui prouve ça? Mais quand on nous parlait les présocratiques, on sous-entendait le nom de Thalès. Et Thalès est un grand mathématicien. Même le mot philosophie, la première personne qui a prononcé le mot philosophie, c'est qui? C'est Pythagore de Samos. Donc cela montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait mariage. Jusqu'au XVIIe siècle, il y avait rapport d'engendrement entre la philosophie et la science. Pendant cette période, on ne pouvait pas distinguer ces deux formes de connaissance. Qu'est-ce qui prouve ça? Mais Platon écrivait même dans le fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est une manière de montrer que pendant cette période, il n'y avait pas une différence entre la philosophie et la science. C'est bon, c'était le mariage. Et arrivé au XIe siècle, il y a divorce. Arrivé au XIe siècle, il y a rupture. Mais en tant que candidat, je dois poser la question suivante. Pourquoi il y a rupture entre philosophie et science? Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Qu'est-ce qui a causé le divorce? Arrivé au XIe siècle, la science a trouvé son objet d'étude. Or, la philosophie n'a pas encore trouvé son objet d'étude. Arrivé au XIe siècle, la science, elle est consciente, c'est une activité qui tente de répondre le comment des choses, contrairement avec la philosophie qui tente de résoudre le pourquoi des choses. Arrivé au XIe siècle, la science est consciente que c'est une activité qui repose sur accord, or la philosophie repose sur désaccord. C'est ainsi qu'on note le divorce, c'est ainsi qu'on note la rupture entre la philosophie et la science. Le candidat, il faut retenir ceci. En parlant de la philosophie et la science, il y a rapport d'engendrement. Dans la métaphore, c'est là où je parle mariage. Pourquoi mariage? Parce que jusqu'au XVIIe siècle, on ne pouvait pas différencier ces deux formes de connaissance. Qu'est-ce qui prouve ça? Même quand on nous parlait les pionniers de la philosophie, on sous-entendait que des mathématiciens, Pythagore, Thalès, ainsi de suite. Qu'est-ce qui prouve que ces deux formes de connaissances cheminaient ensemble? Il n'y avait pas de distinction, mais on nous dit même Platon écrivait dans le fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mais arrivé au XIe siècle, il y a rupture, il y a divorce. Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Arrivé à un moment donné, la science a trouvé son objet d'étude, or la philosophie n'a pas encore trouvé son objet d'étude. Arrivé au XIe siècle, la science, elle est consciente, c'est une activité qui repose sur accord. Or, la philosophie repose sur désaccord. Arrivé au XIe siècle, la science, elle est consciente qu'elle tente de répondre le pourquoi des choses, le comment des choses. Or, la philosophie tente de répondre le pourquoi des choses. C'est ainsi qu'on note le divorce. Mais comment s'est manifesté le divorce? On nous disait, la science, la philosophie était la reine-mère de toutes les formes de connaissance. On nous disait, la science, la philosophie, toutes les formes de connaissance étaient sur elle. Mais arrivé au XIe siècle, il y a Jean-Claude Bernard qui va libérer les sciences expérimentales. Arrivé au XIe siècle, il y a Lavoisier qui va libérer la chimie sous la domination de la philosophie. Arrivé au XIe siècle, il y a Jean-Claude Bernard qui va libérer les sciences expérimentales, mais aussi il y a le trio Galiléo-Galilée, Isaac Newton qui vont libérer les physiques. C'est bon. Et ainsi, il y a rupture. Mais en tant que candidat, en dehors de cette histoire-là, je dois être en mesure de comprendre que la science n'est pas la philosophie aussi n'est pas la science, raison pour laquelle, dans les premières lignes, on va voir les points de divergence.
en parlant les points de divergence entre la philosophie et la science, on nous dit la science repose sur le tangible, sur le concret, sur le monde sensible. En dehors de ce monde-là, la science va perdre sa force. Écoutez, on est en train de voir leurs points de divergence. Là où la science et la philosophie s'opposent. On nous dit, la science, c'est une activité qui repose sur le concret, sur le tangible, sur le monde matériel. En dehors de ce monde-là, la science va perdre sa force. Contrairement avec la philosophie, non seulement elle réfléchit dans le monde sensible, dans le monde concret, mais aussi elle réfléchit dans le monde intelligible. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Écoutez-moi très bien. La science, sa force se limite dans ce monde que nous sommes. La science, sa force se limite dans le monde concret, dans le monde tangible. En dehors de ce monde-là, la science va perdre sa force. Exemple. J'ai toujours l'habitude de donner cet exemple. Imaginez-vous. C'est comment le nom? Khadim. Imaginez-vous, Khadim. Vous avez une relation amoureuse pendant 7 ans. Un jour, sa copine envoie un message. Écoutez-moi très bien. Neko Khadim, maintenant, si nous disons qu'il y a rupture. 5 jours après, mu gis copine bi ay copine am diko estatu nan kon heureux ménage. Mais non seulement mom du nek, n'est-ce pas? Mais bu démé hôpital Fann, le plus grand médecin mënu ko fajj parce que li ka dal dafa jigi cadre science. Raison pour laquelle on nous dit la science repose sur le tangible, sur le concret, sur le monde matériel. Il y a une dimension où la science serait impuissante. Mais la philosophie, non seulement elle réfléchit dans le monde que nous sommes, mais elle réfléchit aussi dans le monde intelligible. Première différence. Deuxième différence, la science repose sur accord. Contrairement avec la philosophie repose sur désaccord. Chez la science, il y a l'accord des esprits compétents. Chez la science, il y a consensus. Mais si nous sommes dans le jargon de la philosophie, ici, il y a débat contradictoire, il y a querelle, il y a tension, il y a une différence. Et si nous sommes dans le monde de la science tente de répondre le comment des choses. Or, la philosophie tente de répondre le pourquoi des choses. Donc, il y a une différence. Si nous sommes dans le monde de la science, si nous sommes dans le jargon de la science, on nous dit la science nous donne des vérités temporaires, des vérités provisoires, des vérités qui peuvent changer du jour au lendemain. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous, si nous sommes en 2000, pendant cette période, il y avait quoi? Des lettres. Bon, même beaucoup de Europe, il y a des lettres. Mais avec l'avancée de la science, aujourd'hui, on nous parle WhatsApp, on nous parle Synap, on nous parle Telegram. Qu'est-ce qu'on entend par là? La science, elle évolue. Raison pour laquelle, chez la science, on a des vérités temporaires, des vérités qui peuvent changer du jour au lendemain. Rappelez Gaston Bachelard, la science, c'est l'ensemble des erreurs rectifiées. Les vérités d'aujourd'hui peuvent être des erreurs de demain. Si nous sommes dans le jargon de la science, on a des vérités temporaires, des vérités qui peuvent changer. Mais si nous sommes dans le monde de la philosophie, il y a des théories intemporelles. Les enseignements de Socrate, les théories de Platon, les écritures de Descartes sont valables jusqu'à présent. Ce sont des théories intemporelles. Contrairement avec la science, chez la science, on a des vérités temporaires. Et si nous sommes dans le monde de la science, on nous dit que la science, elle est objective, la philosophie, elle est subjective. Qu'est-ce qu'on entend par objectivité? Le scientifique, quand il étudie une chose, il doit supprimer ses goûts, ses sentiments et étudier la chose comme elle est. Contrairement avec la philosophie, le philosophe est libre de donner son point de vue, le philosophe est libre de donner ses perceptions, le philosophe est libre de donner ses convictions personnelles. Et on nous dit, c'est la science, on a des vérités universelles. Pour qu'une vérité scientifique ait une vérité scientifique, ça doit être universel. Le bout à 100 degrés, c'est une vérité scientifique. Un carré à 4 côtés, c'est une vérité scientifique, raison pour laquelle elle est universelle. Mais chez la philosophie, on a des théories relatives. On nous dit, la science repose sur la neutralité axiologique. Contrairement avec la philosophie repose sur la morale. Donc, nous pouvons dire que la philosophie n'est pas la science, mais aussi la science est loin d'être la philosophie. C'est bon. Donc, je suis un peu fatigué, raison pour laquelle j'ai donné la parole à M. Koundoul. Merci, franchement parler, je suis tellement content de vous. Je suis tellement content de vous. J'aimerais tellement... C'est bon.
j'aimerais tellement énumérer la philosophie et la religion, et j'aimerais tellement continuer la philosophie et la science. Mais actuellement, franchement, je suis tellement fatigué. Et je vais donner la parole à M. Aydara. Il va continuer avec vous. Alors, chers candidats, je pense qu'il nous reste moins d'une heure pour terminer. Et M. Koundoul avait préparé 2 sujets pour vous les expliquer. Alors, comme il dit, en composition du premier semestre, souvent en classe de terminale, les professeurs de philo ont l'habitude d'évaluer les candidats sur 2 chapitres qui sont très probables quand même sur le domaine 1. Le premier, c'est le rapport entre la philosophie et les réalités sociales, comme philosophie-science, philosophie-religion. Et je pense que M. Gormak a déjà énuméré philosophie-science. Il nous reste peut-être philosophie-religion. Maintenant, ce qu'on va faire, en 10 minutes, on ne va pas le dépasser, puisque 18h00, nous devons finir la synthèse. Et il est 17h15 déjà, donc on n'a que 45 minutes. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, maximum en 10 minutes, ou moins de 10 minutes même, c'est que philosophie-science, enjeu, finalité, perspective, c'est 2 chapitres très fréquents. Et je l'ai dit aux candidats, à part le premier et le second devoir, retenez que tous les autres devoirs, toutes les autres évaluations en philosophie seront pour 4 heures de temps. Donc en composition, on va vous donner 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire, comme au baccalauréat. Maintenant, vous aurez 4 heures de temps pour séduire votre correcteur de baccalauréat. 4 heures de temps. Alors, en composition également, on va vous proposer 3 sujets. 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire de texte. C'est la raison pour laquelle les profs de philo actuellement, ils font tout pour terminer les leçons méthodologiques, le commentaire et la dissertation. Maintenant, j'ai l'habitude de le dire aux candidats. Vous préférez la dissertation que le commentaire. Mais un élève en classe de terminale, il n'a pas le droit de faire un choix pour laisser l'autre en rade. Il faut maîtriser les 2 méthodologies. Maîtriser le commentaire, maîtriser la dissertation. Comme ça, jour de bac, vous ne serez pas surpris. Et je vous donne un exemple qui est très simple. D'habitude, quand on est littéraire, on nous évalue sur le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 4. Le domaine 3, on a l'habitude de dire que c'est le domaine des scientifiques, l'épistémologie. Imaginez. Vous maîtrisez la dissertation, mais vous ne maîtrisez pas le commentaire. Vous allez au bac, on vous donne en commentaire une leçon que vous maîtrisez, mais en dissertation, une leçon que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le risque de disserter et vous n'allez pas avoir une bonne note. Donc faites tout pour maîtriser vos 2 méthodologies. Et ces 2 méthodologies, c'est la dissertation et le commentaire. Maintenant, s'il vous plaît, il y a une technique très spéciale pour apprendre le chapitre philosophie-religion, philosophie-science, que je vais énumérer en 5 minutes pour terminer. Donnez la parole à M. Koundoul. Il explique 2 sujets et on clôture cette synthèse. Alors, si c'est philosophie-science ou philosophie-religion, comme l'a dit M. Diallo Gormak. Alors, philosophie-science comme philosophie-religion, chers candidats, quand vous revisez, retenez que les 2 entretiennent 3 types de rapports. Premier rapport, divergence. Deuxième rapport, on dira les points communs. Et enfin, complémentarité. C'est bon? Maintenant, si c'est philosophie-science jusqu'au bac, quand on parle de divergence, notez ces 3 points. Les 2 divergent quant à leur objet, leur méthode et leur finalité. Et en classe, les professeurs ont expliqué ces différents points. C'est bon? Par rapport à leurs points communs, la rationalité, la recherche du savoir. Les 2 se complètent parce que la science, parfois, de par ses découvertes, elle peut être dangereuse pour l'humanité. C'est à la philosophie de venir moraliser la science. Comme le dit François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cela veut dire quoi? Que la science doit veiller à ce que, la philosophie doit veiller à ce que la science ne puisse pas déraper. Maintenant, philosophie et religion. Je pense à 100% que sur les 3 sujets, on va vous évaluer sur les 2. Maintenant, c'est simple. Vous êtes croyant, mais pouvez être philosophe en même temps. Vous retenez 2 éléments. Divergence, point commun, complémentarité. Pourquoi philosophie et religion divergent? Question. Pourquoi philosophie et religion ont des tensions? Vous vous rappelez, Bruno, il a été brûlé vif parce qu'il est philosophe. Vous vous rappelez, Lucio Vanini, il a été brûlé vif parce qu'il est philosophe. Socrate, il a été condamné à boire la ciguë. Pourquoi? Parce qu'il est philosophe. Spinoza, il a été poussé à l'exil parce qu'il est philosophe. Vous comprenez? Galilée, on l'a poussé à rester à résidence surveillée à vie parce qu'il est philosophe. Pourquoi philosophie et religion ont-elles des tensions? Pourquoi? Parce que les philosophes, ils s'en prennent
à la croyance, ils s'en prennent à la foi. Premier élément, la religion, elle se base sur quoi? Sur la foi. C'est bon? C'est des croyances, donc la religion, elle est dogmatique. La philosophie, elle est comment? Antidogmatique. Donc pour le philosophe, toutes les vérités doivent être remises en question. Est-ce que le croyant, il acceptera ça? Est-ce que moi, je vais accepter qu'on remette en question ma foi croyante? C'est les tensions. Karl Marx, qu'est-ce qu'il a dit pour provoquer les croyants? Karl Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. Quelle insulte. Donc les croyants, c'est des drogués. Nietzsche, qu'est-ce qu'il a dit? Je proclame la mort de Dieu. Comment il a proclamé la mort de Dieu, Nietzsche? Dieu est mort, nous l'avons tué. Vous l'avez tué, vous, pas moi. Dieu est mort, nous l'avons tué. Je vous en conjure, mes confrères, restez fidèles à la terre. N'écoutez pas ces gens qui vous parlent d'un bonheur illusoire. Ils ne sont que des trompeurs. Le plus gros mensonge du siècle, c'est Dieu. Vous comprenez? Mais ces expressions, quand on les avance, si on est croyant, écoutez, ça pose problème. Premier point de divergence. Deuxième point de divergence, la religion, elle est collective en principe. La philosophie, elle est individuelle. Que dit Alain? Penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui appartient à un homme qui s'endort, ça veut dire qu'elle est personnelle. Enfin, la religion, elle se base sur le sacré. Mais la philosophie, elle se base sur quoi? Le sacrilège. Mais est-ce que les deux n'ont pas des points communs? On peut être philosophe et croyant, oui ou non? Donnez-moi des exemples. Pour l'islam, donnez-moi un exemple. L'imam Ghazali, quel exemple encore? Ibn Rushd et le plus modéré, Tariq Ramadan. Ça, c'est des illustrations. Est-ce qu'on peut être croyant et être philosophe? Est-ce qu'on peut être chrétien et être philosophe? Donnez-moi des exemples. Saint Thomas d'Aquin, Saint Simon. C'est bon? Est-ce qu'on peut être juif et être philosophe? Donnez-moi un exemple. Maïmounite. Donc pour dire que philosophie et religion peuvent aller de pair. Maintenant, je vais donner la parole à M. Koundoul rapidement. Il va nous expliquer deux sujets et on clôture notre synthèse. Bonsoir. Alors, Confucius, vous connaissez Confucius? Confucius, c'était un philosophe chinois qui a vécu à l'Antiquité. Donc vous prenez l'explication des sujets. Alors, Confucius avait dit, la chance est un hasard qui bien souvent se provoque. Comme pour dire que les êtres humains ont la capacité d'augmenter leur chance. Et au bac, le sentiment le plus gratifiant que vous pouvez avoir au jour du bac, c'est de tomber sur un sujet que vous avez déjà vu, ou bien que vous avez déjà vu un sujet similaire. Si vous êtes face à un sujet et que vous vous rendez compte que vous avez déjà traité ce sujet, ou bien vous avez déjà traité un sujet similaire, vous serez content. Maintenant, le sentiment le plus répugnant qui puisse exister au jour du bac, ce n'est pas de tomber sur un sujet qu'on n'a jamais vu, mais c'est de tomber sur un sujet qu'on a déjà vu, mais que au jour où vous faisiez l'exercice en classe, ou bien au jour où le prof l'expliquait, vous n'étiez pas concentré. Et donc vous étiez là, mais vous étiez sur autre chose. L'explication vous a échappé, et qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas. Vous savez que vous étiez là quand le prof faisait le cours, mais vous ne pouvez pas vous remémorer de ce que vous avez appris. Et donc ça, c'est un sentiment très répugnant qu'il faut éviter. Et donc, comment éviter ce genre de sentiment? Il faut suivre quand il est temps de suivre. Maintenant, j'aurais aimé expliquer beaucoup de sujets, mais le temps nous est compté. Alors, je vais choisir trois. Je vais choisir trois sujets de niveau de difficulté très facile. Donc, des sujets très faciles qu'on va expliquer. Et donc, à travers ces explications, je vais vous expliquer d'autres formes de sujets, d'accord? Alors, là, j'ai dit, la raison s'oppose-t-elle à la croyance? Est-ce que vous noter ça? Si vous voulez vous noter, la raison s'oppose-t-elle à la croyance? Alors,
devant un sujet, la première chose à faire, c'est d'analyser les concepts, les mots et les expressions qui forment le sujet. D'accord? Ce sujet est facile parce qu'il n'est composé que de 3 concepts: raison, supposé et croyance. La première erreur à éviter, c'est de considérer ou bien d'entendre par raison philosophie. La philosophie est partie intégrante de la raison, mais elle ne prend pas en compte la totalité de ce qu'on appelle raison. Et donc, quand vous avez un sujet qui vous interpelle en vous disant raison, au niveau du développement, vous parlez de la philosophie et de la science. Voyez bien. Parce que vous n'êtes pas des philosophes, vous n'êtes pas des scientifiques. Est-ce que vous n'utilisez pas votre raison? Vous utilisez votre raison. Et donc, pourquoi vous ne parlez pas de quelqu'un qui n'est pas philosophe, mais qui cherche la vérité? Et donc, limiter le mot raison sur philosophie est une erreur à ne pas faire au jour du bac. Maintenant, la croyance également ne se limite pas à la religion. Et donc, quand vous avez croyance, vous devez par croyance entendre religion, mythe et croyance sociale. D'accord? Et donc, les croyances sociales, ce sont les dogmes collectifs établis par là. Vous n'entendez pas? D'accord. Alors, je vais continuer. C'est-à-dire, quand vous avez un sujet qui porte sur le rapport entre la raison et la croyance, il ne faudrait pas analyser l'expression croyance sous l'angle de la religion. Et donc, il faut se dire que la croyance dépasse la religion. C'est d'abord la religion, le mythe et les croyances sociales, les dogmes collectifs établis par la société, les vérités préétablies. Vous comprenez bien? Maintenant, au niveau de l'introduction, il y a entre 3 et 5 parties. La première partie, c'est l'amorce. C'est facultatif. Maintenant, il y a des profs qui l'exigent. Je vous donne une technique pour faire l'amorce pour ce sujet-ci et une autre technique pour faire pour un autre sujet un peu plus compliqué. D'accord? Alors, quand vous avez un sujet qui vous interpelle, donc là, vous soulignez les termes clés. Ici, on a raison et croyance. Vous définissez raison et vous définissez croyance. Et donc, la raison se définit comme... Qu'est-ce que la raison? C'est une faculté pensante. Donc la raison, c'est ce qui nous permet de penser. Donc c'est une faculté pensante. D'accord? Qui permet à l'homme de faire la distinction entre le bien et le mal, la vérité du mensonge, le juste et l'injuste. D'accord? La raison, c'est ce que utilise le philosophe pour accéder à la vérité. C'est ce que utilise le scientifique pour accéder à la vérité. C'est ce que utilise l'homme qui n'est ni scientifique ni philosophe pour accéder à la vérité. Maintenant, pour donner une définition concise et simple, vous dites la raison est une faculté pensante permettant à l'homme d'accéder à la vérité par la réflexion critique. Vous voyez bien? La raison est une faculté pensante permettant à l'homme d'accéder à la vérité par la réflexion critique. Point. Pour la croyance, qu'est-ce que vous donnez? Oui. L'ensemble des vérités établies. Donc, toutes les vérités établies ne sont pas des croyances. C'est-à-dire, lorsqu'une vérité repose sur des preuves scientifiques, elle n'est pas une croyance. C'est peut-être une théorie ou bien une vérité donc, scientifique. Ça va bien. Maintenant, croire signifie quoi? Croire, c'est tenir pour vrai, sans preuve, sans examen critique. Ça va bien. Et donc, la croyance est une vérité, une affirmation ou bien une théorie qu'on considère comme vraie sans examen critique. Vous voyez bien? Quand on considère quelque chose comme vrai, une théorie ou bien une affirmation, sans avoir au préalable réfléchi de manière critique, là on a une croyance. Est-ce que vous voyez bien? Par contre, une vérité scientifique ne repose pas sur de la superstition. La vérité scientifique repose sur des preuves palpables, donc soit par l'expérimentation, soit par la déduction logique. Vous voyez bien? Maintenant, pour faire l'amorce, vous définissez les deux termes. Maintenant, entre les deux définitions, vous mettez un connecteur d'opposition. Connecteur d'opposition, moi, contrairement, cependant, néanmoins. Vous voyez bien? Et donc, regardez ici. C'est très simple, hein? C'est très facile à faire. Regardez. Vous dites, la réflexion sur le rapport entre la raison et la croyance est une démarche intellectuelle courante. Point. Vous voyez bien? La raison peut se définir comme la faculté pensante permettant à l'homme d'accéder à la vérité par la réflexion critique. Point. Cependant, ou bien à l'opposé, ou bien contrairement à la raison, la croyance peut être conçue comme l'acceptation, c'est-à-dire la croyance peut être conçue comme une théorie, une affirmation qui est acceptée comme vraie sans examen critique. Là, on parle d'examen critique et là, on parle d'absence d'examen critique. Et donc, il y a opposition définitionnelle. La raison
exige la démarche critique. La croyance rejette la démarche critique. Il y a opposition sur le plan définitionnel. Vous dites, face à cette opposition définitionnelle, une question légitime émerge. Et vous posez votre sujet. La raison s'oppose-t-elle à la croyance? Voyez bien. Maintenant, ce n'est pas tout le temps que vous allez avoir des sujets simples, comme celui-ci. Donc, un sujet qui est composé de 3 mots, surtout de 2 noms. Là, on a nom, verbe, nom. On peut avoir un sujet avec un adjectif qualificatif. Par exemple, si on vous dit, la philosophie est-elle inutile? Est-ce que vous allez dire, inutile signifie philosophie inutile? Ça ne sera pas, vous allez trouver, mais ça ne sera pas pertinent. Et donc là, la démarche à suivre, c'est l'amorce par constat. Voyez bien. Ne définissez pas inutile. Définissez philosophie tout simplement et faites un constat. Et donc, M. Aïdara vous a donné une définition très concise et pertinente de la philosophie, qui dit la philosophie est une quête perpétuelle du savoir basée sur l'étonnement, le doute et la remise en question. Vous comprenez? Maintenant, vous dites la philosophie est une quête du savoir fondée sur le doute, la remise en question et l'étonnement. Point. Maintenant, vous prenez le sujet. Le sujet dit la philosophie est-elle inutile? Vous enlevez la question, qu'est-ce qui reste? La philosophie est. Maintenant, vous posez une question. Pourquoi dit-on que la philosophie est inutile? Vous formulez une phrase pour répondre à cette question. Cela constitue votre amorce. Et ça va bien. Qui me donne une seule phrase pour dire que la philosophie est inutile? Une seule phrase. Pourquoi dit-on que la philosophie est inutile? Parce qu'elle est incapable de résoudre des problèmes matériels. Et ça va bien. Donc la philosophie semble inutile, ou bien on critique la philosophie, on lui reproche d'être inutile, dans le sens où elle n'est pas capable de résoudre les problèmes de l'homme. Regardez bien. Le sujet dit, la philosophie est-elle inutile? Pour identifier la thèse, vous supprimez la question, ce qui reste, c'est la thèse. Et vous dites, la philosophie peut être définie comme une recherche du savoir, fondée sur le doute, la remise en question et l'étonnement. Point. Très souvent, on lui reproche d'être incapable de satisfaire les besoins de l'homme. Ou bien, très souvent, on lui reproche d'être incapable de résoudre les problèmes de l'homme. Point. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre sujet qui demande si la philosophie est inutile, ou bien qui demande la philosophie est-elle inutile. Voyez bien. Donc ça, c'est l'amorce. Maintenant, si le sujet est très long également, ou bien trop long, vous utilisez cette technique. Identifiez la thèse, tentez de répondre à la question pourquoi, et cela peut constituer une amorce pour vous. Vous comprenez bien? La deuxième partie de l'introduction, c'est quoi? Poser le sujet, la présentation du sujet. Donc, pour présenter le sujet, après avoir défini, si on a 2 concepts qui s'opposent, on dit quoi? Cette opposition définitionnelle soulève une question légitime. 2 points. Vous posez votre sujet. Et c'est très simple. Vous voyez bien. Maintenant, la troisième partie, c'est quoi? La reformulation. Elle est également facultative. Et donc, je dis entre 3 et 5, parce que l'amorce et la reformulation sont facultatives. Alors, pour reformuler, vous commencez par des connecteurs comme, autrement dit, en d'autres termes, une façon de dire que, c'est une façon de dire que, en termes plus clairs, en termes plus explicites. D'accord? Maintenant, si vous avez un sujet qui commence par peut-on, vous reformulez par est-il possible? D'accord? Ou bien est-il légitime? Peut-on induit toujours la notion de possibilité et de légitimité. Quand on vous dit peut-on douter de tout, le sujet demande est-ce qu'il est possible de douter de tout? Maintenant, s'il est possible de douter de tout, est-ce qu'il est normal de douter de tout? Et donc, quand vous avez peut-on, vous pouvez reformuler en commençant est-il normal? Quand vous avez faut-il, cela veut dire que c'est déjà possible. Faut-il? Maintenant, vous commencez votre formulation par quoi? Est-ce que si faut-il? Est-ce qu'il faut? Donnez-moi un équivalent de est-ce qu'il faut? Qui va me donner un équivalent de est-ce qu'il faut? Vous mettez normal. Donc, dans peut-on, on a la notion de possibilité et la notion de légitimité. Mais dans faut-il, on a la notion de légitimité. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est légitime? Vous voyez bien? Voilà. Maintenant, quand vous avez peut-on, faut-il, doit-on? Quand vous avez doit-on, c'est parce que c'est déjà possible. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'il faut le faire? Est-ce que vous voyez bien? Doit-on douter de tout? Est-ce qu'il faut? Est-ce que du moment où on a la possibilité de le faire, il faut le faire? Et donc, doit-on également induit la notion de légitimité.
Du moment où c'est possible, est-ce qu'on doit le faire? Donc, est-il légitime ou normal de douter de tout? Vous comprenez bien? Maintenant, pour reformuler, si c'est philosophique, vous mettez réflexion philosophique. Si c'est science, vous mettez pensée scientifique. Ça dépend. Donc, c'est très facile, quoi. Même si vous le sautez, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau de la problématique, il y a 3 façons de poser une problématique, 3 façons sûres. Si vous utilisez ces 3 techniques, forcément, vous allez trouver. Et donc, je vais finir par cette partie, parce que la problématique est la partie la plus importante de votre dissertation. L'amorce et la position du sujet sont... C'est-à-dire, on ne peut pas vous donner une sous-moyenne parce que vous avez fait une amorce qui n'est pas pertinente. Mais par contre, si vous posez votre problématique, vous n'aurez pas la moyenne. Forcément, vous n'aurez pas la moyenne. Parce que la problématique est suivie du plan. Et le plan, c'est le chemin que vous allez suivre. Si on vous donne un avion, d'accord? Par exemple, si on vous demande de cuisiner un plat et qu'on vous donne des ingrédients qui peuvent cuisiner 5 plats. 5 plats. Donc, on vous donne les ingrédients nécessaires pour cuisiner du tchéboudian, les ingrédients nécessaires pour cuisiner du chou, du yassa. Mais qu'on vous demande de cuisiner du yassa, et que vous commencez par le diwtir, quelles que soient les capacités que vous aurez à cuisiner, vous allez forcément échouer. Parce que vous avez mis un ingrédient qu'il ne faut pas mettre. Maintenant, si on vous demande de cuisiner du tchéboudian et que vous ne mettez pas de riz, quel que soit ce que vous cuisinerez, vous n'allez pas cuisiner du tchéboudian parce qu'il n'y aura pas de riz. Et donc, si votre plan, si dans votre problématique, vous mettez quelque chose qu'il ne faut pas mettre, quel que soit le développement, vous n'aurez pas la moyenne. S'il manque quelque chose également, quel que soit le développement, vous n'aurez pas la moyenne. Et ça va bien. Et si vous trouvez votre plan, alors que vous avez faussé votre problématique, vous avez tâtonné. C'est impossible de trouver, donc de fausser le plan et de trouver la problématique. C'est impossible. Si vous trouvez votre plan, alors que vous avez faussé votre problématique, vous avez tâtonné. Ce n'est pas possible. Et ça va bien. Maintenant, regardez bien. Le sujet nous dit, la raison s'oppose-t-elle à la croyance? Il y a 3 façons de poser la problématique. La première façon, c'est de mettre un adverbe modalisateur. Vous savez ce qu'est un adverbe modalisateur? Un adverbe modalisateur est un adverbe qui, lorsqu'il est employé dans une phrase ou bien dans une proposition, insinue une prise de position. Quand vous dites, si je vous dis, l'argent fait-il le bonheur? Si vous répondez par oui, vous pourrez dire l'argent fait le bonheur, mais ça va bien. Maintenant, si je vous demande l'argent fait-il toujours le bonheur? Là, si vous répondez par oui, vous ne pourrez pas mettre après, mais vous ne pourrez pas dépasser cette idée. Voyez bien. Et donc, vous mettez un adverbe modalisateur dans le sujet en reformulant la thèse. Suivez bien. Si la thèse c'est la raison s'oppose à la croyance, vous mettez toujours, vous allez avoir quoi? La raison s'oppose-t-elle toujours à la point d'interrogation? C'est bon, c'est comme ça, vous allez trouver. Deuxième possibilité, vous identifiez d'abord votre antithèse. D'accord? Vous identifiez d'abord votre antithèse. Alors regardez bien. Pour identifier votre antithèse, hein, c'est très simple. L'antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse. Donc donner une antithèse, ce n'est pas nier la thèse. Maintenant, pour ne pas nier, je vous donne une technique très simple. Là, le verbe s'opposer, qui me donne un contraire de s'opposer. Une expression qui signifie le contraire de s'opposer. Compatible. Hein? Donc, s'opposer, son contraire, c'est être compatible. D'accord? Converger. Regardez bien. Si vous dites, nous allons montrer que la raison s'oppose à la croyance. Ensuite, nous allons montrer que la raison converge avec la croyance. Vous passez à côté. Si vous dites ça, vous passez à côté. Il vous faut un mot pour atténuer votre affirmation. De sorte à ce que vous allez dire ne sera pas rigide, ne sera pas dur. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez utiliser le conditionnel présent. Regardez bien. Pour poser votre plan, si vous ne voulez pas prendre de risques, utilisez le conditionnel. Dites, thèse, en quoi la raison s'opposerait-elle à la croyance? En quoi peut-on opposer raison et croyance? Si vous posez un plan affirmatif, vous dites, nous allons dans un développement bien structuré tenter de montrer que la raison pourrait s'opposer à la croyance. Maintenant, pour l'antithèse, vous mettez un contraire de s'opposer.
Et donc, pour mettre un contraire de s'opposer, vous mettez converger. Et vous dites, en quoi peut-on concilier? Ou bien en quoi la raison et la croyance peuvent converger. Et donc, il suffit de mettre un mot contraire qui lie les deux expressions et utiliser le conditionnel pour avoir votre antithèse. Est-ce que vous avez compris? Je recommence. Donc, ici, notre sujet dit la raison, la croyance. Quand votre sujet se présente sous la forme de nom, verbe, non, les deux noms sont reliés par un verbe. Vous remplacez ce verbe par son contraire. Et donc, vous dites la raison. Si vous dites la raison ne s'oppose pas, vous passez à côté. Vous ne devez pas mettre d'adverbe de négation. Pas, ne pas, ça n'existe pas. Mettez ça, passez à côté. Vous dites quoi? S'opposerait-elle à la croyance? Maintenant, pour l'antithèse, vous n'allez pas dire en quoi la raison ne s'oppose pas à la croyance. Non, non. Vous n'allez pas dire en quoi la raison converge avec la croyance. Non, non. On va se demander, la raison ne peut-elle pas converger avec la croyance? Peut. Vous mettez peu ou vous utilisez le conditionnel. La raison, en quoi la raison convergerait-elle avec la croyance? Voyez bien. Maintenant, si vous avez un sujet qui ne se présente pas sous la forme de nom, verbe non, mais qui se présente sous la forme de nom et adjectif qualificatif, comme la philosophie est-elle inutile? Thèse. En quoi la philosophie serait-elle inutile, n'est-ce pas? Antithèse. Hein? Ne peut-elle pas avoir une certaine utilité? D'accord? Regardez bien. Inutile, vous donnez une expression contraire de inutile. Être avantageuse, avoir des vertus, être bénéfique. Et ça va bien. Donc, ce qui est inutile, c'est ce qui est incapable de satisfaire un besoin de l'homme. Quelque chose qui n'est pas capable de satisfaire un besoin de l'homme, cette chose-là est inutile. Et donc, dire de la philosophie qu'elle est inutile, c'est qu'elle n'a pas d'avantage, c'est qu'elle ne sert à rien. Et donc, le contraire de ce qui ne sert à rien, c'est ce qui sert à quelque chose. Ce qui sert à quelque chose, c'est ce qui est capable de résoudre un problème, ce qui a des avantages, ce qui a des bénéfices, ce qui a des vertus. Vous voyez bien? Et donc, vous dites, en quoi la philosophie serait-elle inutile? Vous pouvez remplacer inutile par un équivalent, oiseuse, superflu, superfétatoire. Vous voyez bien? Et donc, si vous avez des synonymes, vous pouvez les employer. Si vous n'en avez pas, n'utilisez pas de synonymes. Les profs préfèrent que vous reformulez, que vous utilisez des expressions différentes. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas de risques. Alors, vous remplacez l'adjectif par son contraire. La philosophie est-elle utile? Vous dites, ne serait-elle pas? En quoi la philosophie serait-elle inutile? Ne peut-elle pas être utile? Ne peut-elle pas être avantageuse? La philosophie est-elle dangereuse? Ne peut-elle pas être bénéfique? Ne serait-elle pas au contraire rassurance? Parce que si on vous dit que la philosophie est dangereuse, c'est parce qu'elle peut nous détourner de l'essentiel. C'est parce qu'elle peut nous plonger dans l'athéisme. Elle est dangereuse, certes, mais pour l'antithèse, ne serait-elle pas rassurante? Pourquoi? Parce que le contraire de danger, c'est rassurance. D'accord? Donc le contraire de ce dangereux, c'est rassurant. Donc ne serait-elle pas rassurant? Vous voyez bien? Voilà. Et donc, je vais continuer jusqu'à 17h50. Et j'arrête. Alors, prenons ce sujet-là. Peut-on douter de tout? Peut-on douter de tout? On va essayer de faire une introduction ensemble, d'accord? Voilà. Peut-on douter de tout? Quand vous avez peut-on douter de tout, le sujet porte sur quel thème? Le thème. Le sujet porte sur le doute. D'accord. Maintenant, on fait l'amorce par définition. On définit le doute. Qu'est-ce que le doute? D'accord. Et donc, douter, c'est suspendre son jugement. Elle dit une suspension momentanée, provisoire. Mais le doute peut également être permanent. On peut douter pour l'éternité, d'accord? Donc, c'est une suspension du jugement. Suspendre son jugement, c'est ne pas accepter ni refuser une vérité ou bien une affirmation.
Quand on me dit quelque chose et que je doute, je n'accepte pas comme vrai, mais je ne refute pas, je ne nie pas. Et donc douter, c'est être à mi-chemin entre croire et nier, entre accepter comme vrai et refuser. D'accord. Maintenant, si on définit le doute, douter, c'est, ou bien le doute peut être défini comme la suspension du jugement devant une affirmation, une théorie ou bien une vérité. Point. Alors regardez bien. Si on enlève la question, qu'est-ce qui reste? Peut-on douter de tout? Pourquoi si on enlève la question ici, qu'est-ce qui reste? On peut douter de tout. Maintenant, selon vous, pourquoi on devrait douter de tout? Pourquoi on devrait douter de tout? Voilà, qui doute de tout? Au sein de la philosophie, qui doute de tout? Le sceptique. Pourquoi le sceptique doute de tout? Oui. Parce que l'esprit ne peut pas accéder à la vérité. Vous faites ce constat. Le doute peut être défini comme une suspension du jugement devant une vérité, une affirmation ou bien une théorie. Point. Dans l'histoire, virgule, des penseurs ont considéré que l'esprit est incapable d'accéder à n'importe quelle vérité. C'est pourquoi ils ont décidé de douter de manière permanente. Point. Alors, c'est-à-dire, la technique que je venais de vous donner, ici, elle ne marche pas à 100%. Parce que la définition que nous venons de donner n'est pas parfaitement en concordance avec le sujet. D'ailleurs, vous avez une phrase. On va mettre une autre phrase pour nuancer. D'accord, regardez bien. Suivez très bien. Le doute peut être défini comme une suspension du jugement devant une affirmation, une théorie ou bien une vérité. Point. Dans l'histoire, certains penseurs ont jugé nécessaire de douter de manière permanente dans le sens où l'esprit humain est incapable d'accéder à la vérité. Point. Cependant, d'autres pensent le contraire. Cependant, d'autres pensent le contraire. Point. Face à cette opposition d'idées, virgule, il serait légitime de se demander, peut-on douter de tout? Voyez bien. Je ne sais pas si vous avez compris, mais le temps ne nous permet pas d'éclaircir. Alors, qui va reformuler, peut-on douter de tout? Déjà, est-ce que c'est possible de douter de tout? C'est possible? Celui qui veut douter de tout, il veut douter de tout? C'est possible? Maintenant, est-ce que c'est normal? Donc là, utilisez, donc, Khadim reformule. S'il est possible de douter de tout, le sujet ne nous interroge pas sur la notion de possibilité. Est-ce qu'il est normal de douter de tout? Oui, on peut douter de tout. Donc vous dites, est-il normal de suspendre son jugement devant n'importe quelle vérité, devant n'importe quelle affirmation, devant n'importe quelle théorie? Point d'interrogation. Problématique. Problématique, est-il toujours possible, bien est-il toujours normal de douter de tout? Ou bien vous dites, donc là on identifie l'antithèse, nous gagnons l'antithèse, nous dire, thèse, on peut douter de tout. Maintenant, si on doute de tout, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence du doute sceptique? Le doute sceptique ne permet pas l'évolution de la pensée. Quand tout le monde doute de tout, aucune vérité ne sera considérée comme vraie. Et donc, sans vérité établie, les penseurs qui vont venir plus tard ne vont pas avoir sur quoi se baser pour faire de nouvelles recherches. Parce qu'on ne peut pas penser sur le néant. On ne peut pas réfléchir sur le néant. Pour qu'on puisse réfléchir, il faut qu'il y ait une vérité qui soit déjà établie. On vous dit que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. S'il n'y avait pas de mythe, certainement il n'y aurait pas de philosophie. Et les philosophes ont attendu jusqu'à ce que, donc ont attendu que les gens mettent en place des vérités irrationnelles pour songer à mettre en place des vérités rationnelles. Et donc sans le mythe, peut-être qu'il n'y aurait pas de philosophie, parce qu'on vous dit que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. Et donc si on n'établit pas de vérité, le doute ne sera pas bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de nouvelles vérités sur lesquelles réfléchir. Et ça va bien. Et donc on vous dit que le philosophe, sa mission c'est d'atteindre la vérité. Comment peut-on avoir pour objectif d'atteindre la vérité et de suspendre son jugement éternellement? Parce que douter de tout, c'est douter d'une vérité. Tu doutes de quelque chose, tu fais des investigations, tu obtiens un résultat et tu doutes encore une fois de ce résultat. C'est ça, douter de tout. Je doute de tout ce qui existe. Et je me dis maintenant, je vais aller à la quête de la connaissance. Je vais à la quête de la connaissance, j'établis de nouvelles vérités, mais une fois après les avoir établies, je me dis non,
je vais douter encore une fois de ces vérités-là. Alors, la pensée n'évolue pas. Donc, non seulement il n'est pas rationnel de douter de tout, parce que cela ne permet pas l'évolution de la pensée, mais également douter de tout, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités indubitables. Donc, Descartes a douté de tout. Quand il a douté de tout, il a accédé à une vérité indubitable, c'est que lui, il existe. Je pense donc que je suis. Donc, je peux douter de tout, sauf de mon existence, parce que je peux douter de tout, sauf du fait que je doute. Et donc, du moment où je sais que je doute, je ne peux pas douter du fait que je doute. Et donc, cette vérité-là, elle est indubitable, c'est un point d'arrivée. Socrate doutait de tout. Il sait qu'il ne peut pas accéder à la vérité. Mais il sait une chose, Socrate, il ne peut pas connaître tout connaître. Donc, le fait de savoir que je ne peux pas tout connaître est un accès à une vérité certaine et fiable et surtout définitive. Et donc, la conscience de mon ignorance est une vérité définitive. Le philosophe est conscient de son ignorance et cette conscience-là, elle est éternelle. On ne peut pas douter de son ignorance, on ne peut pas également douter de son existence. Et donc, il y a des vérités indubitables, mais le doute également, s'il est permanent, ne permet pas ne permet pas l'évolution de la pensée. Parce que les générations futures devront douter sur des vérités établies par leurs prédécesseurs. Vous comprenez bien? Maintenant, qu'est-ce qu'on va poser comme antithèse? Oui, en quoi peut-on douter de tout? D'accord. En quoi? On vous dit qu'il faut enlever tout. Mais ce n'est pas toujours qu'on enlève tout. Ce n'est pas toujours qu'on enlève tout. Là, on laisse tout. Regardez bien. Si vous pouvez remplacer tout par totalement, vous enlevez tout. D'accord? Là, dites-vous, peut-on douter de totalement? Peut-on douter de totalement? On ne peut pas douter de totalement. La phrase n'est pas correcte. Et donc là, vous laissez tout au niveau de votre thèse, d'accord? On peut douter de tout. Maintenant, pour l'antithèse, on se pose la question. Douter de tout ne serait-il pas illégitime? Le doute permanent, en quoi le doute permanent serait-il un obstacle pour l'accès à la vérité? En quoi le doute permanent serait-il un obstacle pour l'accès à la vérité? Parce que celui qui cherche la vérité devrait suspendre son jugement pour vérifier. Mais après vérification, il va devoir accepter certaines vérités comme étant sûres et fiables. Et donc, si on doute de manière permanente, on ne peut pas accéder à la vérité. Et donc, le philosophe, sa mission, c'est de chercher la vérité. Le doute permanent est un obstacle pour accéder à la vérité. D'accord? Et donc, le doute permanent ne serait-il pas un obstacle pour accéder à la vérité? Point d'interrogation. Et là, vous avez votre antithèse. Alors, j'aurais aimé véritablement plus approfondir dans le développement et beaucoup plus détaillé dans l'introduction, mais le temps ne nous le permet pas. D'accord? Et donc, je remercie encore une fois M. Aïdara et l'école privée Kambal de nous avoir donné cette opportunité. Je remercie encore une fois M. Gourmak, c'est un monsieur exceptionnel. Voilà, donc c'est sur la base de ces mots que je vous souhaite bonne chance pour le baccalauréat. Alors, je vais vous donner un conseil. Un conseil. Hein. Si vous voulez être fort en philosophie, il faut souffrir. Hein. À chaque fois que vous êtes devant un sujet facile, ne le faites pas. Prenez un sujet difficile. Votre cerveau, vous ne connaissez pas sa portée, sa capacité. Quel que soit le sujet qui vous sera proposé, vous êtes en mesure de le faire. Maintenant, est-ce que vous serez en mesure de le faire au jour du bac ou avant le bac? Ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas proposer un sujet qui dépasse votre niveau d'intelligence. Cela veut dire que pour philosopher, il faut réfléchir longuement. Et donc, quels que soient les problèmes que vous avez, ces problèmes sont résolubles. Vous n'avez pas de problème qu'on ne peut pas résoudre. Maintenant, il faut y croire et réfléchir de manière... Il faut énormément réfléchir. Hein? Et vous êtes très forts. Vos cerveaux là sont très forts. Donc, vous êtes tous plus intelligents que moi. Et moi, je comprends les sujets facilement. Donc, vous également, vous pourrez les comprendre. D'accord? OK, c'était ça. Merci beaucoup, M. Koundoul. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, je pense que nous allons conclure. Donc, on a fini notre synthèse. Et ça ne va pas s'arrêter là, Inch'Allah. Je pense qu'il nous reste 5 mois encore. Mais durant ces 5 mois, nous allons essayer ensemble avec l'administration, l'association des parents d'élèves ainsi que les élèves, comment collaborer véritablement pour pouvoir organiser des activités qui puissent maximiser vos chances d'obtenir le baccalauréat. Et je pense que notre objectif, c'est que
le groupe scolaire Kambal, ainsi que les autres écoles comme Maya School qui sont ici présents, Gallo Bouriba, Kermbaï Fall, que tout le monde puisse obtenir le bac à 100%. Et Inch'Allah, c'est possible. Vivre ou mourir, on sera. En quelle année? Inch'Allah. Donc avant de partir, attendez, on donne la parole au président de l'APE ainsi que M. Fall pour clôturer. Merci, M. Aïdara. Donc, nous tenons à féliciter M. Diallo et M. Koundoul. Donc, pour les exposés. Les élèves de Kambal, vous faites trop de bruit derrière. Je vous observe depuis le début. Et derrière, c'est les Kambaliens. Vous devez honorer au moins votre directrice qui est là et votre principal par un meilleur comportement. Donc, nous sommes des parents, nous sommes soucieux de votre avenir. Au-delà de la séance qu'il faut voir, et votre avenir commence par ce bac. Ce n'est pas une vérité, comme ils disent, on peut en douter. Hein? Je suis scientifique, je reste scientifique, je ne reste pas philosophe. Les parents font beaucoup d'efforts, l'administration fait beaucoup d'efforts. Donc mettez-vous dans ce mood. Au-delà des questions qui sont traitées aussi, d'autres sciences vont venir, avec la commission pédagogique, M. en l'occurrence qui est empêché aujourd'hui, pour surtout traiter des questions de méthodologie davantage. C'est valable en français, c'est valable en philosophie, surtout pour ceux qui sont à elle. Et je pense que l'exposé de M. Diallo et de M. Koundoul aujourd'hui, moi personnellement, ça me donne envie d'être philosophe. Franchement. C'est une matière que je n'ai jamais suivie étant scientifique. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire mes propres recherches pour mieux comprendre la quintessence de la philosophie. Parce qu'en réalité, c'est comme c'est dans le domaine de la médecine, c'est l'éthique. C'est la philosophie qui permet d'aller dans des questions comme l'éthique pour voir ce qui gouverne en fait la science. Donc la bonne gouvernance en science, je pense qu'elle est fondamentalement, comme ils l'ont expliqué, basé sur la philosophie. Donc nous tenons à féliciter les exposants, M. Aïdara vous-même, et invitons ainsi, et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, l'ensemble des professeurs de Kambal. Ce que vous venez de faire, pour moi, c'est un modèle à suivre. Il ne faut pas avoir honte de consolider ce qui marche. Parce que c'est dans la répétition et pédagogique. Il faut qu'on puisse répéter ça dans toutes les matières essentielles pour les terminales L et les terminales S. Donc, au nom de l'APE, je tiens à vous porter toute la reconnaissance de l'APE, de l'ensemble des parents d'élèves, et nous tenons aussi à toute notre félicitation, nos félicitations, qui sont aussi adressées à l'encontre de l'administration Kambal, qui a permis quand même cette belle organisation. Je vous remercie. Donc, M. Fall ou la directrice pour conclure. Merci beaucoup, M. Aïdara. Comme je l'ai dit hier, je pense que ce n'est pas évident. Il a pratiquement pris tout son week-end pour des journées de synthèse en français. Hier, il était là. Aujourd'hui, encore une fois, il est là. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Vous applaudissez très très fort, M. Aïdara. Et franchement parlant, nous, administration, et je dis pour l'instant, parce que pour l'instant, on est satisfait du travail de Aïdara et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Merci beaucoup à l'APE aussi qui est présente. Merci notre cher professeur de philosophie qui nous ont fait également une synthèse très intéressante. Comme je l'ai dit hier, la balle est dans votre camp. Vous avez les opportunités, vous avez les possibilités. Vos enseignants sont là.
N'hésitez pas à prendre des initiatives au travail. Faites des devoirs à la maison. Venez voir vos enseignants. Demandez-leur des conseils. En fait, c'est ça qu'on attend de vous. Travaillez, encore travailler, travailler. Il n'y a pas de secret. Je l'ai dit hier, il n'y a pas de secret. Le bac, ceux qui travaillent vont l'avoir. Ceux qui ne travaillent pas, ils ne l'auront pas. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas de secret. Eux, ils se sont déplacés. Moi, j'ai vu des élèves qui sont derrière, ils bavardaient, d'autres sont sur leur téléphone. Il y en a qui ont des chapelets, il y en a qui sont dehors là-bas, alors qu'ils ont laissé toute une après-midi pour vous. Donc, je ne comprends pas. À un moment donné, je me dis, non, mais en fait, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Donc, ressaisissez-vous. Il vous reste 5 mois. Ressaisissez-vous, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Il n'y a pas de secret. Ceux qui vont travailler, ils auront leur bac. Ceux qui ne travaillent pas, ne l'auront pas. Moi, je l'ai dit hier ici. J'ai fait mes prières, mais j'ai fait mes prières uniquement pour ceux qui travaillent et qui le méritent. La règle des 100% là, ce n'est valable que pour ceux qui travaillent. Et les examens blancs que vous faites à l'école, c'est généralement le dernier examen blanc, c'est toujours la copie conforme des résultats que nous avons. C'est exactement la copie conforme que nous avons tout le temps à l'examen. Donc les devoirs que vous faites ici, il faut les revoir, faites le maximum d'exercices à la maison, apprenez vos leçons, travaillez dur. C'est tout. Merci beaucoup à tous. Voilà.